Le 9 avril 2025, Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, était convoqué par les sénateurs pour s'expliquer sur les aides publiques aux grandes entreprises. Ce qu'il va révéler va complètement les surprendre. BlackRock a investi 246 milliards d'euros rien qu'en France, mais ignore totalement les aides publiques dans ses choix d'investissement. Il explique pourquoi les investisseurs étrangers ne comprennent rien au système français sur l'immigration et les retraites. Et surtout, il finit par avouer que BlackRock a bien touché des aides. Restez jusqu'à la fin, ces révélations sur ces sujets brûlants vont vous choquer. Quand on regarde les aides publiques à l'investissement, et maintenant pour venir au dernier point sur comment est-ce que ça sert à quelque chose pour vous, comme je vous disais, 90% de la gestion en equity, en action, c'est de l'indice, donc la réponse est non. On ne regarde pas s'il y a des aides, s'il n'y a pas d'aide, puisque de toute façon, on doit avoir dans l'indice que nous prenons, alors vous pouvez faire un indice du luxe, vous pouvez faire un indice de l'industrie automobile mondiale. Alors en général, vous essayez d'avoir des indices qui sont en dehors d'un pays, parce qu'il faut un peu équilibrer et répartir les risques. Mais donc on ne prend jamais la question de l'aide. Alors ça ne veut pas dire que les aides sont inutiles, injustifiées, et tout ça. N'allez pas dire, bon là, BlackRock dit, il n'y a pas besoin d'avoir des aides puisqu'il ne les regarde pas. Hein, c'était vous, monsieur Fabien. C'est bon, l'audition est finie. On va s'en arrêter là. On s'arrête là. Voilà, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, pour nous, par définition, sur l'angle pur de l'investisseur que nous sommes compte de tiers, c'est pas un sujet. Voilà. Et je pense que tous les autres gestionnaires d'actifs que vous pourriez entendre dans cette commission d'enquête vous diraient la même chose. Même, je dirais même que pour nous, quand vous êtes financier, plus il y a d'aide, plus c'est un facteur de risque. Parce que plus il y a d'aide, plus on se dit, pérennité de tout ça, est-ce que c'est bon, pas bien. Alors, quand vous avez des aides sectorielles, ça va encore. Des aides plus ciblées, c'est plus compliqué. Donc, pour les gestions actives, là où on peut prendre en compte la question de l'aide, où là on descend dans l'entreprise même, en disant est-ce qu'il faut acheter telle boîte plutôt qu'une autre, c'est toujours un critère secondaire. C'est jamais un critère qui détermine. Alors, sauf dans un secteur. Par exemple, je ne peux pas vous dire, dans le secteur des énergies renouvelables, qui est un secteur aidé d'une certaine façon, naturellement, vous allez regarder le système d'aide, comment il se compare par rapport au système d'aide allemand, italien, espagnol. Et je dirais plus que ça, c'est est-ce qu'il est facile de construire des champs d'éoliennes en France, plus compliqué parfois bien qu'ailleurs, et puis est-ce qu'il y a la pérennité du modèle. En France, on a dû revenir par une fois sur une rétroactivité des aides à l'éolien en mer. Alors, nous, heureusement, on n'était pas concernés, mais ça, pour un investisseur, il n'y a rien de pire que de la rétroactivité. Enfin, dans tous les domaines, la rétroactivité, c'est jamais ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais là, c'est clair. Mais donc, un secteur comme l'énergie, naturellement, la façon dont la puissance publique aide le secteur a un impact, parce que ça a un impact sur les prix, ça a un impact sur tout. Voilà. Donc, mais en général, c'est quand même très secondaire. C'est pareil, je dirais, pour les autres, sur la dette privée. Alors, la dette privée, c'est encore pire, je dirais, parce que si vous avez des entreprises qui, là, une à une, viennent vous voir en disant « moi, je suis très aidé », là, c'est vraiment un facteur de risque. Là, on se dit, oulala, nous, ce qu'on cherche, c'est des business qui sont, comme on dit, résilients dans la durée, qui peuvent se passer d'aide. Parce que, alors, il peut y avoir des aides au début, ça c'est très bien et tout ça, mais si on a le sentiment que l'entreprise ne peut vivre que sur un dispositif public, on se dit, ça va pas, c'est pas sûr que ça dure autant que les contributions. Voilà. Non, moi, je veux d'abord vous demander, puisque la transparence, donc pour BlackRock, je ne demande pas celle des aides publiques où vous gérez, notamment dans les 17 entreprises du CAC 40, ce n'est pas la question. Mais est-ce que BlackRock, en tant qu'entité, touche ou pas des aides publiques? Est-ce qu'elle a des exonérations de cotisations sociales, par exemple? C'est une question. Est-ce que vous pratiquez le mécénat? Bon, ça peut être. C'est hier, je ne sais pas, mais bon, est-ce que oui ou non? Voilà. Et si c'est oui, auquel dispositif vous concourez? Est-ce que vous pouvez nous donner un montant?
Alors, on a un peu d'aide publique, oui. Oui, on a du crédit impôt recherche. Voilà, oui. Alors, le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est celui de 23. On a 210 000 euros de crédit impôt recherche par essentiellement notre société, donc qui fronte, qui a une grosse propriété intellectuelle en France et qui fait donc des développements. C'est par là que nous avons. Les exonérations, on les a, on ne doit pas en avoir beaucoup parce que je crois que nous sommes, cotisation, on est des gens plus payés que... Ouais, Le niveau des salaires ne concourt pas aux exonérations. Il y en a peut-être un tout petit peu, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup chez BlackRock sur les 200. Oui, il n'y a pas beaucoup de salaires à moins de 1,6 du SMIC. Ouais, non. Oui. C'est combien de salariés, BlackRock? 220. En France, c'est 220. Non, je crois même qu'il n'y en a pas du tout, là. Pas du tout. Non, il n'y en a pas du tout. Mécénat, on en fait. Alors, on a fait une grosse opération, mais on n'a pas voulu le dire parce que c'est toujours ces périodes dans le Covid. Notamment, on a donné de l'argent aux hôpitaux et d'ailleurs aussi au Secours populaire. Voilà, on continue, on fait du mécénat sur deux angles. Les jeunes femmes, beaucoup les jeunes femmes. On fait du mécénat sur des jeunes, notamment d'ailleurs de la Seine-Saint-Denis, sur comment se présenter pour un emploi, donc avec ça c'est des employés de BlackRock, comment il faut s'habiller, mettre une cravate, quand vous allez à un entretien d'embauche pour que voilà, vous ayez toutes les chances de votre côté, comment on se présente devant quelqu'un qui est peut-être votre employeur, etc. Et donc c'est du mécénat de compétences. Ça c'est du mécénat de compétences, mais ça c'est, comme nous on a des jeunes, hein, on a sur la moyenne d'âge, plutôt vers 35 ans, chez nous c'est plutôt que des jeunes, ça les engage beaucoup ces choses-là. Et puis on fait de l'éducation financière, c'est de apprendre aux gens vraiment voilà. Ça c'est essentiellement ce qu'on fait. Sinon c'est une maison très bien tenue pour les sous, donc on ne va pas se disperser. On imagine ailleurs. Mais le montant, alors à peu près de mécénat, à peu près par an. Ça doit représenter quoi, quelques centaines de milliers d'euros. Moins du million. Ah oui, moins du million. D'accord. Du million. Dans votre introduction, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, qui est à contre-courant, à peu près de ce qu'on entend dans l'ambiance générale lorsque on auditionne des grands PDG, et y compris en ce moment même. On a toujours la question autour de la France n'est pas compétitive, n'est pas assez compétitive, et on a un débat sur le modèle social. On nous dit, voilà, regardez, comparé même à d'autres voisins européens, nous ne sommes pas compétitifs. Le fameux, entre guillemets, coût du travail est trop élevé, confondant charges et cotisations, ce qui est toujours pour moi un irritant, mais ce n'est pas grave. Même dans la course au niveau de la Chine, des États-Unis, en plus en ce moment, dans la guerre évidemment commerciale que nous connaissons. Et vous avez dit, la France, elle est attractive. Et plus que aide publique ou pas, ou à quel niveau, ce qu'on regarde, ou nos clients regardent à travers nous, pour être plus exact, c'est la question de la prévisibilité et de la stabilité. Je l'ai noté. Donc, c'est-à-dire, je sais que je vais investir, que la réglementation ne va pas changer sur 5 ou 10 ans, et que donc, on peut attendre un rendement, peu importe, X par année, et que, très vraisemblablement, sauf accident, puisque lorsqu'on boursicote, comme en ce moment même, d'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas passé au système de capitalisation, permettez-moi de le dire, parce que là, hop, elle aurait pu baisser. Je n'ouvre pas le débat, mais c'est la période que nous vivons, et pour ceux qui défendent le système par répartition, un bon moment. Mais au-delà de ça, donc, est-ce que vous pouvez creuser ça? Parce que moi, ça m'intéresse, parce que pour le coup, quand je redis, c'est un peu à contre-courant. On nous dit toujours, la compétitivité en France, c'est difficile. Et vous dites, non, et d'ailleurs, je crois que c'est autour de 245 milliards d'investissements chaque année en France,
Vous pouvez me corriger le chiffre. Hein. C'est ce que j'avais trouvé. Ah, vous l'avez dit. Pardon. Mais je l'ai pas. Bon, à peu près. Donc, ça veut dire que nous sommes attractifs, y compris pour des gestionnaires d'actifs pour compte tiers comme vous. Oui, parce qu'on a de belles entreprises. Après, ils vont vous dire ce qui est la vérité vraie, c'est qu'ils ne font pas tout leur chiffre d'affaires en France. Et donc, pour être aussi compétitifs, il a fallu aller à l'étranger. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Bon, maintenant, il faut quand même se poser la question du site industriel français et de savoir là où il est, qu'est-ce qu'on peut faire. On est compétitif, on est attractif, on a eu la chance d'avoir une grande période de stabilité. Franchement, 17-24, les gens disaient bon bah ça y est, vous êtes revenus normaux sur la fiscalité. Vous êtes revenus normaux sur beaucoup de sujets. Bon, restez comme ça. Choose France est un immense succès. Vous allez à Choose France, vous voyez les gens qui arrivent, le monde entier, disant mais qu'est-ce que vous avez réussi Bon, les infrastructures, il y a plein de choses. Paris, on ne met pas assez Paris en avant. Paris attire. Les gens, vous leur dites, vous allez devoir venir en France et habiter à Paris, c'est pas aller à Francfort ou à Düsseldorf. Oui, mais Paris n'est pas la France. Paris n'est pas la France. Mais Paris n'est plus le désert. Et il n'y a plus que le désert français derrière, heureusement. Mais donc, il y a énormément... voilà, le côté international, c'est très... La finance française. On a quand même les premières banques européennes sont des banques françaises, dans la BNP Paribas en premier. Bon, Crédit Agricole, bon, tout ça, il y a tissu, voilà. Après, ils ont un certain nombre de questionnements. Je peux vous dire, vraiment, entre nous, c'est vrai que c'est enregistré, que je ne peux peut-être pas dire des choses comme ça, mais les gens vous posent non, mais allez-y, on est entre nous. Ils ont un sujet sur l'immigration. Ils disent, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? On ne comprend pas bien ce qui se passe, comment vous gérez le sujet. C'est un peu compliqué, mais enfin bon, c'est un questionnement. Vous n'arrivez pas à assimiler, vous avez fait, comment on met... Bon, donc ça, c'est toujours... Mais ce n'est pas un sujet qui va faire qu'on ne viendra pas, on viendra, ou on viendra, mais c'est un sujet qui pose, qui a questionnement. Le sujet des retraites, il n'est pas bien compris, et pas sur l'angle capitalisation versus répartition. Il n'est pas bien compris en disant, mais ils arrivent à faire quelque chose ou pas? C'est tout. C'est dire, bon, moi je ne dis pas il faut 60, 62, 65, 67, mais ils n'y arrivent pas. Bah, voilà, alors on a fait quelque chose, mais non, mais c'est rouvert, alors vous allez revenir, et donc ça donne l'idée là que, voilà, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se décider. Donc si on pouvait mettre le sujet derrière d'une façon ou d'une autre, c'est beaucoup mieux, ce serait beaucoup mieux. En France, c'est pas tellement qu'il faut payer. Si on vous dit, on doit virer monsieur machin parce qu'il n'y a plus de sous, on ne fait pas d'affaires, la question c'est, est-ce que, si on le vire, on sait à combien ça coûte et est-ce que c'est faisable? Si on dit on ne sait pas, ça, on dit, oh là là, on va venir dans des pays où on ne sait pas, ce n'est pas la bonne réponse. Donc ce qu'ils veulent, c'est des réponses. Mais ces réponses, les gens sont conscients qu'un Indien n'est pas un Français, n'est pas un Allemand, n'est pas un Américain. Donc il y a des choses très différentes. Donc on prend les pays comme ils sont. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des choses claires. Non, mais c'est intéressant. Moi, je vous avoue, je suis un béotien dans le monde de la finance internationale. Donc je vous écoute et j'apprends. Donc c'est bien qu'à un moment donné, les investisseurs se posent des questions politiques, d'ordre politique. Ah ben bien sûr. Non mais et vous en avez cité. D'ailleurs, bon, il faudrait revenir sur chacun d'entre eux, mais c'est pas l'objet de la commission d'enquête. Mais sur immigration, là pareil, votre propos m'interpelle parce qu'on a justement un patronat qui se pose des questions en termes de main d'œuvre sur un certain nombre de secteurs. Notamment aujourd'hui, si aujourd'hui nous n'avions pas de main-d'œuvre étrangère, notamment dans le BTP, dans la restauration, il y aurait des difficultés. Par exemple, on a réalisé des grands travaux du Grand Paris Express et des Jeux Olympiques et Paralympiques avec beaucoup de main-d'œuvre étrangère, et il faut le dire ici, des sans-papiers, dont moi j'estime qu'il faut les régulariser puisqu'ils ont participé quand même pour le coup à construire ces grandes œuvres, mais le débat n'est pas là. Mais les retraites, on s'éloigne un petit peu de l'objet. Non, mais c'est pas les retraites. Vous parlez de la question des retraites.
vous parlez de la question des licenciements, donc c'est des questions qui quand même traversent les investisseurs et qui orientent des choix définitifs et sur des attractivités. Et autre chose, j'ai envie de dire, plus que les aides publiques. Ah, mais pour nous, oui. Mais pour nous, sous l'angle, c'est plus important de savoir comment ça Donc si c'est valable pour vous, c'est aussi valable pour un investisseur lambda dans le cadre d'une entreprise. Je pense. Mais le débat avec les investisseurs, parce que c'est ça qui m'intéresse, est-il de dire, on peut comprendre que lorsque une entreprise licencie 1000, 2000, 3000, 4000 salariés, qu'en plus il y a eu des aides publiques, est-ce qu'il y a un débat de dire on est d'accord de modérer les dividendes sur une année, voire de s'exempter sur une année, ou pas, ou c'est des débats que vous n'avez pas, ou c'est des débats qui animent aussi notamment des AG des actionnaires ou les investisseurs des comptes tiers? Alors, nous, sur les dividendes, c'est relativement clair. On prend ce que le conseil d'administration a décidé. On considère que c'est le management et le conseil d'administration qui est le mieux à même d'apprécier le niveau de dividende qu'il doit faire pour la société. Et ce débat-là, j'espère surtout qu'il a lieu au conseil d'administration, qui est quand même l'endroit où doit être prise la décision. Donc, vous verrez jamais BlackRock vous dire il n'y en a pas assez, ou il y en a trop, etc. On prend. Et en général, nous, on vote à l'Assemblée générale le dividende qui est proposé. Bon, il y en a pas, il y en a moitié, on vote. Où on intervient sur les sujets un peu sociaux, enfin dit, je sais pas, sociétaux, c'est sur la rémunération du dirigeant. Là, nous prenons des positions, puisque là, nous disons, et c'est là qu'on a, et on le fait assez souvent, où on considère que trop rémunéré par rapport aux résultats, ou pas assez, ou etc. Donc on agit plutôt sur quand il faut rémunérer le dirigeant en disant on n'a pas pris assez ceci ou cela. Après, il faut bien voir qu'il y a des entreprises, ça c'est peut-être moins bien perçu. C'est pas parce que vous donnez pas de dividendes que votre cours va pas augmenter. Si vous prenez Amazon, pendant des années, ils n'ont rien donné. Maintenant, ils sont à 1000 milliards de capitalisation, donc vous allez me dire, le dividende ne sert à rien. Il y a des industries qui, s'ils ne donnent pas de dividendes, ça se casse la gueule du jour au lendemain. Cet équilibre extrêmement subtil dépend de chaque entreprise et de sa relation avec les investisseurs. Combien est mon retour sur investissement sur la société A par rapport à la société B? Il y a des sociétés où vous n'avez pas de retour, mais vous pensez que ces perspectives de croissance sont telles que vous allez vous retrouver en tant qu'investisseur, dans 3 ans, le cours, au lieu d'être à 100, il sera à 200. Donc, vous n'avez pas eu de dividende, mais ce n'est pas grave parce que vous croyez que tout l'argent est mis dans le développement et en CAPEX, et donc ça va augmenter, et donc vous allez vous y retrouver. Il y a d'autres sociétés où l'investisseur ne le croit pas, et donc pour que ça soit, le cours se casse pas la gueule et les capitalisations ne tombent pas, il faut payer. Vous regardez une chose vous pourriez faire ça, vous regardez simplement le taux de distribution des dividendes. Il y a des sociétés qui sont à 70% du résultat, il y en a d'autres qui sont à 20 ou 30. Et donc, pourquoi il y en a à 20 et pourquoi il y en a que 70 et pourquoi ceux qui sont à 70 ne peuvent pas être à 20 ? Ça dépend du secteur où ils sont. Alors que le président de BlackRock avoue avoir reçu des aides publiques tout en gérant 246 milliards d'euros, un autre scandale financier a récemment éclaté. Saviez-vous qu'Éric Lombard s'est violemment clashé avec les députés sur la fraude Cum-Cum, une fraude sur 20 ans créant un déficit de plus de 33,4 milliards d'euros pour la France ? Dans notre dernière vidéo, nous décortiquons ce clash incontrôlé. Mépris affiché, leçon de démocratie glaciale et accusation d'insulte en pleine commission des finances. Découvrez l'affaire Cum-Cum en cliquant sur l'encart, vous ne verrez plus jamais Bercy de la même façon.